Bonsoir à tous, il est 5h15 du matin, nous sommes le 2 avril 2012 et WrestleMania vient tout juste de se terminer, messieurs dames. C'était un grand show. Autant vous le dire tout de suite, c'était un grand show, donc on va faire la review ce soir. Donc on va la faire tranquillement, poser, mais on va essayer quand même d'être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais autant vous le dire tout de suite, c'était un très bon show. Bien meilleur que WrestleMania 27, donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu le show, rassurez-vous, si vous avez déjà lu les résultats, mais que vous écoutez la review avant de regarder le show, sachez que les matchs sont de bien meilleure qualité que le show du show de l'année dernière. En même temps, c'était pas très difficile, vu les têtes d'affiche. Donc on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Donc on a commencé par le Tag Team Match, le Triple Threat Tag Team Match, donc qui opposait trois équipes. L'équipe des Usos, les Brother Usos, Jimmy et Jay Uso, face à Tyson Kidd, Justin Gabriel et la dernière équipe, les champions évidemment, Epico et Primo. Donc c'était un match qui était diffusé sur YouTube, donc en pré-show, donc gratuit, visionnable gratuitement pour tous les gens d'internet. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc le match était un peu court, c'est vrai, 7 minutes maximum. Mais malgré tout, on a eu de super mouvements de la part notamment de Justin Gabriel et des frères Uso qui ont fait des très beaux mouvements. La construction était rapide, ça allait vite, c'était vraiment pour chauffer vite fait le public, même s'il était encore peu, on va dire, peu dans le match à ce moment-là et peu dans le WrestleMania qu'il attendait. Un match correct, Epico et Primo ont conservé leur titre, après un backstabber sur je ne sais plus quel membre de telle équipe. Et donc c'était un match sympa, ça permet de mettre en jambe avant on va dire le gros morceau. Donc comme l'année dernière, ensuite le show a donc débuté évidemment avec le célèbre chant américain, chanté par cette fois Lilian Garcia. Et comme l'année dernière, le World Heavyweight Championship allait ouvrir ce show. Donc c'est bizarre parce que on s'est retrouvé dans une situation où on a l'impression que on continue à descendre le titre poids lourd. Donc autant vous dire que d'abord, le titre poids lourd était défendu dans l'opener. Et malheureusement, le match aura duré 10 secondes à peu près. Oui, non, je rigole pas, le match aura duré 10 secondes. C'est-à-dire que Sheamus aura porté son Brogue Kick à Daniel Bryan après, on va dire, la cloche qui a sonné. Donc en fait, la cloche a sonné, Daniel Bryan a embrassé AJ et Sheamus a tout simplement porté son Brogue Kick. Voilà. Et est devenu champion poids lourd. Donc est-ce qu'on a une décrédibilisation du titre poids lourd et de la brand SmackDown? C'est dur à dire. Quand même, c'est dur à dire, mais bon, c'est vrai qu'on a un peu cette impression quand même. Donc c'est vraiment dommage que le match, surtout qu'il aurait pu être bon, mais en fait vous allez voir que après, au niveau de la construction du show, le temps donné pour chaque match en fait est très inégal, et donc c'est pour ça que le match pour le titre poids lourd a été un peu, on va dire, coupé, ce qui est dommage quand même. A noter qu'il n'y a pas eu de pyro d'intro. Vous savez, il y a toujours le petit jingle Welcome to WrestleMania, et ensuite il y a les grandes pyros qu'on connaît d'habitude. Et ben là, il n'y en a pas eu. J'étais un peu triste de voir qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice énorme comme ça, c'est dommage. Enfin bref. La soirée a continué donc avec le Kane face à Randy Orton, forcément pas le match qui intéressait le plus les spectateurs et moi-même d'ailleurs. Mais vous allez peut-être pas me croire, mais le match a été un peu long, c'est vrai, mais il aurait été plutôt correct. Oui. Randy Orton et Kane, pourtant deux mecs qui n'est pas forcément super bons sur le ring. Excusez-moi. On nous ont donné un match vraiment correct, parce qu'il y a eu quand même des quelques phases de moins bons, où des fois c'était un peu, ça flottait un peu, mais malgré tout dans l'ensemble le match a été rondement mené. Le rythme était assez correct, malgré que les catcheurs sont deux catcheurs assez lents dans leur phase de catch. Il y a vraiment eu une construction assez rapide, assez intéressante. Et le tout s'est quand même conclu sur un chokeslam de la 3e corde pour Randy Orton. Et donc Randy Orton a perdu. Oui, Randy Orton a perdu. Pourtant tout le monde donnait, c'est vrai, Randy Orton gagnant. Puisque bon, c'est vrai qu'en ce moment Randy Orton, on va dire, domine SmackDown. Et pourtant, Randy Orton a perdu. Eh oui, Randy Orton a perdu ce soir face à Chokeslam. Qu'est-ce que je raconte? Face à Kane.
Et donc on peut peut-être espérer une recrédibilisation pour ce pauvre Kane qui, malheureusement, depuis quelques semaines, perdait, on va dire, en crédibilité. Donc un match plutôt correct dans l'ensemble. On a ensuite passé avec le Big Show Cody Rhodes, donc là encore un match plutôt un peu court. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait pas s'y attendre à un énorme match. Après tout, on était dans une situation où en fait Cody Rhodes n'avait pas beaucoup de solutions face à Big Show. Face à Big Show, c'est difficile de catcher. T'as pas beaucoup de solutions. Si t'as un petit gabarit, tu peux pas trop offrir de gestes assez intéressants, à part des kicks ou des tacles dans les jambes pour le Big Show. Mais malgré tout, le match aura été plutôt, bon, pas mauvais. Hein. Ça mérite pas la moyenne, mais c'est pas mauvais. Hein. Ça reste quand même, comme c'est court, ça reste quand même très entertainment et ça reste très rigolo à voir. Donc Big Show a remporté le titre. Donc fallait s'y attendre un peu. Hein. C'est vrai que le Big Show face à Cody Rhodes au niveau gabarit, c'est pas la même chose. Et donc on s'attendait un peu à la victoire du Big Show. Et donc Big Show réussit enfin à ne plus se faire humilier à WrestleMania grâce à cette victoire. Il est donc le nouveau champion intercontinental dans un match court mais correct. Et là maintenant, messieurs dames, juste après donc ce match, on a eu droit à une vidéo promo. Oh mon dieu, magnifique. Donc c'était une vidéo qui vantait les mérites de la division féminine, donc la division Diva. Et je vous jure, vous aurez qu'à la voir par vous-même, mais putain, c'est épique. Ah non mais en fait, pendant cette vidéo, on présente les divas comme des filles qui vont à la plage, qui profitent de la vie, qui vont partout dans plein de pays différents, mais qui ne catchent jamais en fait. En gros, on les voit jamais catcher. En fait, la vidéo, on voit plein de divas qui s'enchaînent dans des poses toutes plus sexy les unes que les autres, mais pas une seule sur un ring, pas une seule en train de faire porter des coups. Voilà, c'est tout. C'est assez marrant quand même, parce que bon, en plus t'as la musique de Madonna en fond, sûrement que la vidéo a été faite pour mettre en avant la musique de Madonna et faire la promo justement de cette musique, mais malgré tout dans la promo il n'y avait rien. Je vous jure, la vidéo ne mettait en avant que le côté, on va dire, poupouf des divas, rien, je vous jure, rien concernant le in-ring des divas. Voilà, donc évidemment le match des divas, Maria Menounos et Kelly Kelly contre Eve Torres et Beth Phoenix. Comme vous en doutiez, la superstar, évidemment, la journaliste Maria Menounos a fait gagner son équipe après un petit paquet sur Beth Phoenix. À noter que pendant le début, enfin l'entrée de Beth Phoenix, elle avait tout simplement un chapeau ignoble. Ah, je vous jure, allez voir sur YouTube, Beth Phoenix avait un chapeau tout simplement, mon dieu, je me suis fendu la gueule pendant 5 bonnes minutes, c'était ignoble. Donc le match était lent, court évidemment, comme d'habitude, hein, c'est un match des divas, mais il était lent, et puis, oh là là, vraiment, les catcheuses qui étaient présentes sur le ring, elles sont mauvaises, oh là 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 là. Autant j'aime pas trop dire ça pour des catcheurs masculins, mais vraiment, les filles, oh, mon dieu, mais Kelly, elle ne sait toujours pas se balancer dans les cordes, c'est ignoble. Voir une diva qui ne sait même pas se balancer dans les cordes avec crédibilité, c'est assez ignoble. Donc le match était vraiment mauvais. On a ensuite enchaîné avec le petit record, évidemment, battu par l'attendance, comme ils disent les Américains, donc le nombre de spectateurs présents dans la salle. 78 363 spectateurs, donc c'est encore un record pour la WWE. Donc à chaque fois en fait que WrestleMania vient dans une salle pour présenter WrestleMania, elle bat un record d'affluence pour cette salle, et donc là encore c'était un record pour le Sun Life Stadium, donc 78 363 personnes présentes. Donc je crois que c'est plus que WrestleMania 27, donc c'est cool. Good old Jim Ross a fait son entrée, donc on savait que si Jim Ross faisait son entrée maintenant tout de suite, c'était que forcément c'était l'heure du match entre The Undertaker versus Triple H. Et là, que vous dire. Donc Shawn Michaels a fait son entrée, et je veux dire déjà ça fait vraiment, ça prend au trip de revoir Shawn Michaels. Il était bien en jambes, hein. Il bougeait partout, il dansait, il était content d'être là. Et ben nous aussi d'ailleurs de le voir comme ça. Triple H a fait son entrée sous une espèce de petite structure un peu moche, une entrée un peu moins, on va dire, un peu moins spectaculaire que celle qu'il a eu à WrestleMania 27, mais malgré tout ça reste du Triple H classique comme on aime.
Et l'Undertaker a fait son entrée, et donc la question était de savoir depuis quelques semaines être ôtée, est-ce que l'Undertaker serait chauve pour le jour de WrestleMania? Et oui, il était chauve, et ça c'est assez marrant, c'est que l'Undertaker était chauve, il avait une espèce de, on va dire une espèce de crête, mais plate, et s'était rasé sur le côté, un peu comme John Cena, mais vraiment la coupe de cheveux continue derrière au centre, et va derrière le crâne. Et vraiment c'était super cool de le voir avec une nouvelle coupe, on a l'impression que c'était la fin. Et donc, avant de vous dire mes impressions sur le match, évidemment le résultat, Undertaker défait Triple H après un coup de Sledgehammer et un Tombstone Piledriver pour atteindre le score de 20-0. Donc autant vous dire, ce match a été énorme. Ah oui, super, franchement, on va dire pas supérieur à celui qu'on a eu l'année dernière à WrestleMania 27, quoique peut-être, mais vraiment au même niveau que celui de WrestleMania 27. Vraiment une bataille épique. On se demande d'ailleurs pourquoi la cage était là, puisqu'elle aura servi à rien, à part se balancer 2 ou 3 fois contre le grillage. Mais dans l'ensemble, vraiment, le match aura été de bout en bout, comme d'habitude, un spot fest. Hein, vraiment, on s'envoie des batailles de finisher, de coups de chaise, de soumission. Et c'est le premier qui tape qui a perdu. Mais dans l'ensemble, vraiment, ça c'est encore bien. La construction était encore bonne, comme l'année dernière, malgré que c'était un enchaînement de spots. Ça restait quand même le tout cohérent. Et puis bon, pour un match comme ça, t'as pas besoin d'avoir une grosse construction, on va dire, au niveau du match, au niveau de la narration, parce que vraiment le match a été excellent de bout en bout. Pour vous dire, j'ai même failli y croire au moment où, pendant le match, en fait, Undertaker va se manger un switching music, va se retourner en titubant et va se manger un pédigré. Et là, j'ai vraiment cru à la fin de la streak. Comme l'année dernière, lorsque Undertaker s'était pris un Tombstone Piledriver de la part de Triple H. Là, j'y ai vraiment encore cru une nouvelle fois. Et là, la WWE avait mis la barre très haute. Et pour ce qui est de Shawn Michaels, pour ceux qui se demanderaient encore, Shawn Michaels, pour ceux qui évidemment vont faire les haters, on pourrait dire Shawn Michaels n'a servi à rien, puisque Shawn Michaels en fait n'a eu aucun impact sur la fin du match, il a simplement fait tomber. Mais pour moi, Shawn Michaels aura eu un putain de rôle dans cette cage, c'est-à-dire que pendant tout le match, il va se positionner dans les deux camps, c'est-à-dire il va pas faire d'ombre à l'Undertaker ou à Triple H, il va être dans les deux camps. C'est-à-dire que au début du match, Triple H va prendre une chaise et va matraquer, mais exploser l'Undertaker, mais comme jamais, encore pire que l'année dernière. Et Shawn Michaels, avec cette espèce de tête de chien battu, va demander à plusieurs fois à Triple H d'arrêter de tabasser le pauvre Undertaker. Plusieurs fois, Shawn Michaels va venir près du corps de l'Undertaker et lui dire est-ce que tu veux que je stoppe, est-ce que tu veux que je stoppe, et l'Undertaker lui disait non, non. Tu voyais vraiment Shawn Michaels, il était dépité, il était triste de voir ça, ça faisait vraiment de la pitié de voir Shawn Michaels triste comme ça, mais même ça faisait de la pitié de voir l'Undertaker se faire aussi malmener comme ça. Triple H, malgré qu'il avait un côté heel dans le match, ça restait quand même assez fort à voir, ça restait un truc assez bandant à voir, de voir Triple H être énervé comme ça, de vouloir mettre fin à la streak à ce point-là avec tant de passion. Et donc on a eu un très gros match, hein. Franchement c'était je vous le dis, hein, c'est 4 étoiles, 1 quart. Ouais, ça, on peut même aller jusqu'à 4 étoiles et demie tellement l'intensité était là, quoi. C'était vraiment, vraiment énorme. C'était très bon match, très bon match. Je vous invite à le revoir. Seulement, je mets 4 étoiles et demie, je pourrais mettre 4 étoiles et demie. Seulement, en fait, il y a toujours une différence pour noter un match. C'est ça la plus grosse difficulté. C'est que lorsque je note maintenant, on va dire c'est un résultat à chaud et c'est un résultat avec la psychologie du moment. C'est-à-dire que lorsque je reverrai le match plus tard, il y aura plus on va dire il y aura plus la fièvre WrestleMania, il y aura plus les petits sauts que j'ai fait pendant le match, il y aura plus les tombées de 3, on va dire il y aura plus le suspense du score, donc ce qui fait que le match peut perdre en intensité. Mais si on prend que sur le moment présent, le match entre Undertaker et Triple H, c'est 4 étoiles et demie. Ah franchement, c'était une claque dans la gueule. Magnifique, magnifique. Donc on a ensuite enchaîné. Oh la merde, je me souviens même plus, je suis vraiment désolé, je me souviens même plus de la suite de la soirée. Je suis désolé. Je vais aller vite fait sur Infolute très rapidement. Ça a été une grande soirée, hein. Franchement, il aura envoyé du boudin de bout en bout. Ne bougez pas.
je vais vous retrouver ça. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Je suis un boulet, autant le dire. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui suivent le Wrestling Rewind depuis quelques temps. Ça me fait super plaisir. Continuez à commenter tout ça, c'est super sympa. Ça me fait plaisir. Donc bref, ensuite on a enchaîné avec le match. Oh là 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 là. Voyons voir. Le match. Oui, voilà. Donc le match entre Team John Laurinaitis face à Team Teddy Long. Le match était donc pour, on va dire, l'enjeu était pour soit John Laurinaitis, soit pour Teddy Long. Donc le vainqueur remportait Raw et SmackDown, enfin le contrôle de Raw et SmackDown. Et malgré le fait que beaucoup de gens donnaient Teddy Long vainqueur, et ben c'est John Laurinaitis qui a remporté la victoire. Et oui, contre toute attente. Alors qu'en fait que Zack Ryder allait porter sa broski boot sur le Miz en fait. Yves Torres est arrivé pour faire wouh wouh wouh, vous savez, avant d'enclencher le broski boot. L'arbitre a commencé à essayer de virer Yves Torres du ring et donc Zack Ryder a été un peu distrait par ça et le Miz en a profité pour porter son Skull Crushing Finale et donc remporter le match. Et donc ça me fait plaisir que John Laurinaitis remporte le contrôle de Raw et de SmackDown, puisque je veux dire un general manager ça va apporter vraiment une petite touche en plus et surtout voilà, il a un traitement vraiment un peu plus dur avec les faces et donc ça nous donne des originalités scénaristiques assez intéressantes. Et donc là c'est vraiment cool. Le match aurait été, ouais, il aurait été moyen. En fait, je le découperai en deux. Il y a une première partie, on va dire les 5 premières minutes, un peu long, un peu haché, un peu court dans la construction. C'était un peu chiant à regarder, c'était, on va dire, c'était haché, voilà, c'était, on avait des petites feintes comme ça de début de match qui s'affolaient, puis finalement, non, 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 ça marchait pas. Et ensuite, on a eu 5 autres minutes assez exceptionnelles où ça allait super vite, ça fonçait, vraiment, on a eu des super mouvements. Et donc, on va dire que le match, tout juste la moyenne, quoi, 10 sur 20, sans plus. Mais le match était quand même entertainment pur et dur, vraiment, c'était assez sympa à voir. Et je suis désolé, j'ai complètement oublié de vous le dire. Un très grand moment que j'ai vraiment apprécié, j'ai complètement oublié de le dire, je suis vraiment con. Donc c'est à la fin du match entre Undertaker et Triple H. Donc à la fin du match, Triple H était donc allongé et Triple H KO s'est vu être relevé par l'Undertaker et Shawn Michaels et ramené jusqu'en coulisses. Et en fait, on a eu l'accolade des trois sur le bord du Titantron. Vraiment une accolade. L'Undertaker a fait une accolade à Triple H et Shawn Michaels et ça, c'était vraiment magnifique. Je peux vous dire, c'était vraiment prenant au niveau du beat. C'était vraiment prenant. C'était vraiment, ça vous prenait aux tripes. Et c'est là qu'on voit que c'est la fin d'une ère. Et je sais pas si la fin d'une ère, elle est pour maintenant. Peut-être pas, forcément. Mais c'était, on aurait pu dire, c'était presque la fin d'une ère parce que voilà, Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, les trois qui représentent l'attitude era. Voilà, une accolade, comme une accolade finale, comme une accolade pour dire au revoir au passé, au revoir à la WWE et dire voilà, c'est voilà, on s'est dit au revoir. Maintenant, c'est à votre tour, jeunesse, d'assurer le show et d'assurer le futur de la WWE. Et c'était vraiment beau. Il ne nous reste plus que 2 matchs évidemment et 2 très très gros matchs. Alors ça, je vous le dis, ça c'est vraiment gros qui casse. Le match pour le titre de champion de la WWE, le match que j'attendais évidemment de la soirée puisque comme vous le savez, je suis un putain de marque de CM Punk et donc il me tardait de voir mon catcheur préféré défendre son titre de champion de la WWE face à Chris Jericho. Et autant vous le dire, le match avant le pay-per-view avait été buildé de façon à ce que vraiment ça soit une rivalité très personnelle et aussi que le match fasse plaisir au public et notamment ceux qui connaissent vraiment le catch de bout en bout parce qu'on connaît très bien le talent des deux hommes sur un ring. Et vraiment sur les deux, on va dire les deux plans, donc autant le build-up rivalité personnelle que le build-up public qui en attend beaucoup du niveau in-ring de ce match.
les deux plans auront été satisfaits pleinement. C'est-à-dire que pendant le match, sur le premier plan, sur le build-up psychologique, Chris Jericho aura fait un travail super. C'est-à-dire que pendant le match, Chris Jericho regardera CM Punk plusieurs fois et lui dira hey, comment va ton père, comment va ta soeur, histoire de bien énerver CM Punk. En plus, juste avant, CM Punk avait rencontré en coulisses John Laurinaitis, et John Laurinaitis, tout heureux de cette victoire, avait regardé CM Punk droit dans les yeux et lui avait dit que si CM Punk perdait par disqualification ou count out, il perdrait le titre de la WWE. Donc c'était vraiment, ça rajoutait quelque chose en plus, donc vraiment CM Punk devait se calmer, devait se jauger, et Chris Jericho vraiment on faisait exprès, il l'énervait, il le titillait psychologiquement, et c'était vraiment énorme. Et sur le plan du ring, voilà, encore une claque dans la gueule, peut-être 4 étoiles, au pire si on est des salauds, 3 étoiles, 3 quarts, au pire si on est sympa, on peut monter jusqu'à 4 étoiles, parce que là franchement, le match aura été cool de bout en bout. Je dis pas que c'est le meilleur match, le plus grand match que de la WWE, le meilleur match des deux hommes, mais vraiment, là, ils nous auront offert la baraque, quoi. Franchement, c'était super. Le match était rythmé. Au début, on a une petite phase de lent. Dans les 3 premières minutes, c'était un peu lent, c'était un peu longué. On se demandait si ça allait s'accélérer. Puis à la fin, c'est là qu'on s'est rendu compte que la construction, en fait, était logique et que les prises s'enchaînaient bien et que la fin était cool. À la fin, on a eu un super enchaînement de prises de soumission. Puis à la fin, CM Punk qui fait taper Chris Jericho sur le Anaconda Vice. Magnifique. Magnifique. CM Punk conserve le titre et je suis pas. Je reste objectif. Je dis pas que le match est super parce que CM Punk a conservé le titre, mais parce que le match était cool, tant sur le plan psychologique que sur le plan du in-ring. C'était vraiment super. Ensuite, on a eu un petit segment inutile, donc autant le dire, un segment de la merde. Brodus Clay est venu, voilà, il a pris son téléphone portable, il a fait appelez vos mamans, call your mama. Ensuite, t'as la mère, la soi-disant mère de Brodus Clay qui est venue, qui a dansé un peu. Ensuite, t'as des femmes un peu dans le gabarit de la mère de Brodus Clay, habillées pareil, qui sont venues et qui ont dansé. C'était de la merde, c'était chiant, ça servait à rien. Enfin, moi, ça m'a pas plu, hein. C'était vraiment de la merde. C'est le seul point noir que je mettrais de la soirée. Et donc, il était temps. Once in a lifetime. Ma vidéo est actuellement à 22 minutes 25 et je vais peut-être réserver les 4 dernières minutes pour ce match-là parce que c'était une claque dans la gueule. Un peu dans le même style que CM Punk Chris Jericho. C'était donc on va faire le match complet. Donc avant les deux entrées, j'attends beaucoup parce que généralement les entrées, surtout des main events, vraiment ça permet de jauger, ça permet de bien s'échauffer, ça permet de bien être chaud. Et par contre j'ai été déçu, hein, faut le dire tout de suite, j'ai été déçu de la prestation de Machine Gun Kelly et de Easter Dean, mais aussi de Florida qui a chanté Wild Ones et Good Feeling. Parce que je vais pousser un petit coup de gueule, mais vraiment ils auront été mauvais. Les deux groupes ils auront été mauvais, franchement. En fait, ils ont lancé la musique, donc il y avait on va dire le morceau original, donc avec les vraies voix, les voix enregistrées en studio. Et en fait, les artistes se contentaient, qui étaient présents donc, pour chanter, ils se contentaient juste de temps à autre balancer 2 ou 3 lyrics par-dessus en fait justement la musique originale. Donc ce qui fait que c'était de la merde. Voilà. En plus, Florida, on l'entendait presque pas dans le micro. Easter Dean, vous savez, la fille qui assure le refrain du titre Invincible de Machine Gun Kelly, vous savez... Voices in the air, in a loud and clear. Enfin, je sais pas chanter, mais voilà. Vous voyez de quoi je parle? Elle était mauvaise. Oh mon dieu. Ah, je vous jure, regardez, écoutez-moi, je vous jure, j'abuse pas. Pourtant, je l'adore cette musique, mais je vous jure, j'abuse pas. La voix, surtout au début, lorsque l'intro de la musique, c'est ignoble comment elle chante. C'est vraiment, je vous jure, elle a pas de voix. On aurait dit vous savez, elle avait un chat dans la gorge ou elle faisait comme ça. Oui, c'est bien. C'était ignoble, hein, franchement, bon, j'exagère un peu quand même, mais c'est vrai que c'était mauvais. J'étais déçu, hein, franchement, c'est qu'à partir en fait de la musique de John Cena et The Rock, la vraie lancée, que je retrouvais, on va dire, la fièvre du match, parce que franchement, c'était gonflant, hein. Même Florida, il a rien réussi à assurer. Donc John Cena, pour l'occasion,
a changé de couleur, donc il est passé au vert maintenant. Donc après le violet, enfin le Rise Above 8 noir, maintenant il est repassé au You Can See Me, donc avec le C barré, euh, donc vert. Donc là c'est tout vert maintenant, hein, c'est pas très beau, hein, faut le dire, hein, c'est encore un t-shirt aux couleurs criardes. Et le rock, évidemment. Ah, le rock, le rock, le rock. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je vais parler pour mon avis personnel, parce que je pense que c'est important. Donc, dans ce match-là, je j'avais pas vraiment de vainqueur préférentiel. Je voulais un gros match. Je voulais un match qui valait le build-up qu'on avait depuis un an. Ça veut dire, hein, le match a été prévu depuis un an et ils pouvaient pas passer à côté. Ils n'avaient pas le droit de passer à côté. Et ils ne sont pas passés à côté. Autant le dire tout de suite, ils ne sont pas passés à côté. Parce que, euh, déjà, d'une, revoir le rock, c'est super. Le public était en feu. Le public était derrière le rock à fond. Quoique, quand même, John Cena, il n'avait pas à se plaindre. Quand même, à Chicago, les, euh, je vais pas y arriver, les bouts, donc étaient beaucoup plus forts. Mais c'est vrai que là, comme l'arena était un peu à ciel ouvert, peut-être que le son s'envolait là-dedans et donc l'ambiance résonnait moins. Mais vraiment, c'était vraiment le face contre le heel. Là, on avait l'impression que c'était face contre heel et c'était super. Donc le match aurait été super cool, hein. Franchement, 4 étoiles. Pour moi, ça c'est 4 étoiles. Après, si on est super gentil, on peut même monter jusqu'à 4 étoiles un quart. Vraiment super match. De bout en bout, on a eu des phases où on voit le combat psychologique entre les deux superstars. Ça bougeait bien, ça bougeait vite. Le Rock était vraiment bien en jambes. Il a assuré le main event parce que j'en ai vu des superstars se casser la gueule, revenir pour des pay-per-view et faire de la merde en boîte. Et là, franchement, c'était. Le Rock a assuré le show. Et donc, autant dire, là, j'ai été choqué. Enfin, choqué, choqué, mais dans le bon sens. Le Rock, le Rock, The Great One, le Rock qu'on disait perdant depuis le début de l'aventure WrestleMania, depuis le temps qu'on disait que le Rock allait perdre à WrestleMania et allait justement faire ce passage de flambeau à John Cena, je l'ai même d'ailleurs dit lors de ma dernière vidéo, et ben le Rock a tout simplement battu John Cena. Oui, The Rock a battu John Cena. Et ça, quand même, je tiens à le souligner. On pourrait dire, ah, c'est n'importe quoi. The Rock, il a battu John Cena. Alors que c'est n'importe quoi. Alors ça aurait dû être le passage de flambeau. Bah moi, franchement, je le vois pas de cet œil-là. Moi, je vois qu'on a eu un super match. Et moi, ce que je vois, c'est que la WWE a eu les couilles, je le dis, hein, oula, c'est pas très PG, a eu les couilles de faire gagner The Rock. C'est-à-dire que depuis le début, les gens autour de moi, sur les forums, tout ça, disent oh là là, John Cena il va gagner, il va faire le passage de flambeau comme avec Hulk Hogan et le Rock à WrestleMania 18. Et ben non, The Rock a remporté le match après un rock bottom. J'y croyais pas, franchement, j'ai explosé quand le Rock a gagné parce que, je veux dire, il faut relativiser. John Cena a eu une super carrière. John Cena est l'homme le plus respecté à la WWE, avec évidemment toutes les légendes qui composent le roster Alumni Hall of Fame maintenant. Mais franchement, John Cena est la superstar la plus respectée en ce moment, à l'heure actuelle. Et franchement, s'il a perdu, franchement, il baissera jamais dans mon estime. John Cena, ça reste quand même un super gars qui, même après sa défaite, reste quand même un mec dont le respect, franchement, c'est un mec qui force le respect, c'est tout. Et il est encore très haut dans mon estime, malgré qu'il ait battu, qu'il se soit fait battre par The Rock. Après, j'ai envie de faire un petit pronostic un peu foufou. C'est que demain, lors de Raw, dont je ferai la review, je suppose, on espère. Donc, on peut espérer que après cette défaite, donc John Cena, il était très abattu, hein, il était sur Titantron, il était assis, on va dire sur la rampe, il était assis, il était un peu dégoûté. Après cette défaite, donc, on peut imaginer, on peut espérer, qui sait, euh, un match revanche à WrestleMania 29. On sait jamais, on peut rêver après tout, on peut rêver. The Rock face à John Cena, encore une fois, malgré c'est vrai que ça serait un peu abusé qu'ils annoncent encore une fois le match, parce que après tout, le documentaire nous l'a rabâché, Once in a Lifetime, donc je vous la traduis facilement, c'est une seule fois dans une vie.
une fois dans une vie en gros, donc c'est vrai que ça niquera un peu le build-up qu'on a mis autour de ce match-là, une seule fois dans l'année, une seule fois dans la vie, donc ça niquerait un peu le tout si on faisait un match revanche, mais avouez que ça aurait quand même de la gueule, hein, faut le dire. John Cena The Rock, match revanche après la défaite de John Cena justement à ce WrestleMania. Donc je tiens à remercier la WWE, évidemment, ça c'est un petit message perso que je voulais faire passer, c'est que je remercie la WWE pour m'avoir fait passer un super moment. Le show aura connu évidemment des hauts et des bas, hein. Si je le revisionne évidemment je vais redire que le show est mauvais, mais c'est vrai que WrestleMania ça se vit sur le moment, sur l'instant, et je dois dire que c'était aïe, aïe, un super show, franchement un super show. Euh, il aura vraiment tenu en haleine de bout en bout, et je dois remercier forcément la WWE. Donc on peut retenir en super match CM Punk Chris Jericho, The Rock John Cena et Triple H Undertaker. Donc en fait les trois gros matchs qu'on avait prédit qui seraient énormes. Donc vraiment en fait le pay-per-view aura offert la baraque qu'il avait mis en place. Après peut-être déception quand même, le Sheamus Daniel Bryan qui aura pas duré longtemps, c'est dommage. Mais bon, ça reste quand même assez marrant de voir Daniel Bryan se prendre un bro kick et Sheamus devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Voilà, donc c'est terminé cette review de WWE WrestleMania 28. Si vous avez des questions, vous les posez sur mon compte Facebook ou donc qui est disponible dans la boîte de description avec les notes du pay-per-view, donc je les mettrai en place bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à commenter les résultats. Ça me fait super plaisir en tout cas de voir que ma chaîne recommence à marcher, hein. J'ai fait plus de 700 lectures en seulement 3 vidéos et ça c'est vraiment super de votre part, c'est vraiment super sympa. Merci à vous tous en tout cas. On se retrouve pour la review de WWE Monday Night Raw demain. Et je vous jure, ça va être un très gros Raw. On annonce depuis quelques semaines que il y aurait possiblement encore une annonce d'un match pour WrestleMania 29 l'année prochaine lors de ce Raw là, ce soir. Donc la review de Raw demain soir. Ça va être un très gros Raw à ne pas manquer. En tout cas, merci à vous, merci de m'avoir suivi, merci de continuer de suivre le Wrestling Rewind, je suis un peu fatigué. Donc merci à vous tous et vive le catch, vive WrestleMania, vive la WWE et vive le Wrestling Rewind. Salut à tous, merci et vive WrestleMania.